afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite votre interview écho et notre invité Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et également rédacteur en chef du blog éponyme ostrom.philippewechter.com. On commence avec la croissance du PIB en France qui a été annoncée à 7%. Est-ce que c'est une reprise réelle ou est-ce qu'on est finalement sur de simples effets de base, Philippe ? Il y a les deux effets. Il y a effectivement, pour avoir un chiffre de 7%, il y a un effet de base important en début d'année 2021. Mais il y a surtout une économie qui est repartie très, très fortement. On le voit à travers les chiffres de l'emploi, par exemple. On voit que les entreprises n'hésitent pas à embaucher. On constate notamment sur le fait que l'intérim n'est pas reparti aussi vite que le reste. Généralement, dans les sorties de récession, l'intérim repart très vite. Là, les entreprises sont plutôt confiantes dans ce qui se passe et ont embauché des emplois en CDI ou en CDD long plutôt qu'en intérim. Donc ça traduit bien une reprise plutôt robuste de l'économie française et c'est ça qu'il faut retenir. Ok, une reprise robuste. Est-ce que comme Bruno Le Maire, vous pensez que cette reprise efface totalement, ce rebond efface totalement la crise économique de Non, pas totalement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois mesures. Soit vous comparez le dernier trimestre 2021 au dernier trimestre 2019, c'est la mesure de Bruno Le Maire. Effectivement, on est un peu au-delà. Si on compare la moyenne 2021 par rapport à la moyenne 2019, il y a 1,6% d'écart en retrait en 2021. Et puis si on veut comparer avec la tendance qu'il y avait avant 2019, eh bien on est là aussi en retard. Donc c'est pas la question n'est pas tant là que dans le fait que l'économie retrouve une trajectoire plutôt solide et notamment après un choc absolument considérable en 2020. La baisse d'activité qu'on a constatée en France en 2020 est la plus forte depuis 150 ans, à l'exception des périodes de guerre. Donc, malgré ça, on retrouve un an après une situation finalement assez confortable. Donc c'est ça qu'il faut retenir et la politique économique a eu un rôle essentiel dans cette situation. Il y a des économistes, je crois que c'est notamment Paul Krugman qui félicite, après avoir beaucoup critiqué les mesures françaises, qui félicite le gouvernement d'Emmanuel Macron pour la mise en place notamment du télétravail, beaucoup de mesures qui ont permis finalement aux Français de continuer à travailler. Oui, mais on a tous fait un peu ça en Europe. Hein. Quand on regarde le profil du marché du travail en Europe, on a tous à peu près les mêmes allures. Tout le monde a mis en place des mesures sur le chômage partiel, etc. Tout le monde a joué ce jeu-là. C'est pas le jeu qui a été joué aux États-Unis, mais voilà, chacun en fonction de son marché du travail, notamment, a adapté sa politique économique. Très rapidement, on reste sur la croissance du PIB. Donc du coup, vous expliquez qu'il y a un rattrapage de l'ordre de 1,6% qui devrait se faire pour retrouver les niveaux d'avant-crise. Du coup, quelle est votre prévision ? Quel est le potentiel de croissance pour 2022 selon vous ? En 2022, on démarre là aussi avec un effet de base très fort. Hein. On a un acquis de 2,4%. C'est-à-dire qu'on démarre déjà l'année avec 2,4%. Ouais, donc c'est beaucoup. On va être entre 3,5 et 4%. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on aura parce que on voit que il y a des options qui sont un petit peu moins accommodantes sur la politique budgétaire en Europe, aux États-Unis. La politique monétaire américaine se resserre et donc ça va avoir forcément un impact sur l'activité. Donc on ne s'envole pas, la croissance ne s'envole nulle part en 2022, mais a priori elle peut rester suffisamment robuste pour permettre des créations d'emplois importantes. Toujours importantes. On bascule aux États-Unis, comme vous en parliez, qui est probablement dans une situation un peu différente, c'est-à-dire que les anticipations de croissance sont vues à la baisse, notamment par le FMI. Les anticipations d'inflation sont à la hausse. Beaucoup de nouvelles. On a également la hausse des salaires dans son dernier rapport NFP. La NFP de décembre, la hausse des salaires est de 0,6%. Est-ce que finalement, il y a deux choses qu'on pourrait finalement anticiper ? On a aussi également la hausse des prix à la production. Du coup, tout ça, ça va peser sur les marges bénéficiaires des entreprises. Est-ce que de l'ensemble de ces agrégats, de l'évolution de ces agrégats, on peut anticiper finalement une baisse des valorisations, donc une baisse des indices américains ? On n'en est pas encore là. Pas encore. Ce qu'on constate, c'est que pour moi, l'élément clé, il y a trois éléments sur l'économie américaine. Le premier est que l'impulsion qu'on a vue sur la consommation à partir des mois de mars-avril de 2020
2021, liée à la relance Biden, cette dynamique-là est en train de s'estomper. On l'a très bien vu dans les chiffres de consommation du mois de décembre. Donc ce facteur qui avait déséquilibré l'économie américaine et l'économie mondiale est en train de se résorber. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que effectivement, l'économie américaine va probablement un peu ralentir. Juste, je vous coupe sur ce premier point. Vous pensez que Biden, du coup, doit refaire un plan de relance? Mais il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. C'est ça le deuxième aspect, c'est que la politique budgétaire sera moins expansionniste qu'elle ne l'a été en 2021. Et donc, ça pèsera aussi sur l'activité. Et dernier point, la politique monétaire qui se resserre et qui se resserre plus rapidement que ce qui était imaginé il y a encore 2 mois. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que d'un seul coup, l'économie américaine est un petit peu est en phase de ralentissement plus que d'expansion. Et donc du coup, alors ce matin, j'ai lu que certains analystes anticipaient jusqu'à 11 hausses de taux d'ici 2024, dont 6 sur l'exercice 2022. Ça vous semble exagéré ou pas ? Pour l'instant, ça me paraît un peu excessif. Le point, c'est que la Fed souhaite que l'inflation ne reste pas trop élevée trop longtemps pour ne pas alimenter les anticipations d'une inflation durablement élevée. C'est ça son objectif. Et l'autre objectif qu'elle peut avoir, c'est qu'au moment des élections de midterm en novembre prochain, l'inflation soit plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui, pour que la question du pouvoir d'achat n'alimente pas le vote contre les démocrates. C'est ça la variable d'ajustement. Et alors, ce que disait la présidente de la Fed de San Francisco il y a 2 jours, on augmentera les taux au mois de mars. Après, on va voir, parce que la Fed a toujours en tête l'idée que le pic d'inflation sera observé entre mars et mai. Et donc, est-ce qu'il est absolument nécessaire de tordre le cou complètement à l'économie américaine? Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de voir l'économie américaine ralentir très fortement ou pas? C'est ça la question. D'accord, donc si je comprends bien, ça éloigne finalement ce choc obligataire dont certains parlent. A priori, on ne devrait pas le trouver sur notre chemin en 2022. Non, moi je pense qu'il y a deux choses sur l'éventuel choc obligataire. Le premier, c'est que spontanément, les taux d'intérêt sont bas. Et donc, quand on regarde l'équilibre des flux, etc., indépendamment des politiques monétaires, donc il n'y a pas de marge de manœuvre à la hausse très, très importante. Deuxième point, la Banque centrale américaine a annoncé ce qu'elle allait faire depuis un bon moment. On n'est plus dans la surprise du dernier choc obligataire de 94, où la Fed avait surpris tout le monde quand elle avait annoncé 25 points de base de hausse de taux. Là, on n'est pas dans cette situation-là. Ça fait des mois que chaque intervenant de marché a l'idée que la Fed va durcir le ton quelque part en 2022. Alors, les choses se précisent au fur et à mesure. Et puis, l'autre point, c'est qu'en intervenant très, très rapidement, eh bien, on n'intègre pas de prime d'inflation dans les taux longs, parce que la Fed nous dit très clairement, on ne sait pas quelle sera la trajectoire de nos propres taux d'intérêt, mais on ne laissera pas l'inflation se développer. Et donc la prime d'inflation dans les taux longs et dans les taux hypothécaires sera limitée au maximum. D'accord, donc on n'anticipe pas non plus de choc sur les crédits, finalement, de hausse des taux de crédit, des taux d'emprunt. C'est un enjeu majeur pour la Fed, parce que le marché de l'immobilier va très vite aux États-Unis actuellement, et donc il est souhaitable de ne pas inverser les choses, parce que on s'interroge tous sur un effet de richesse lié au marché d'actions américain. En fait, le véritable effet de richesse, il est lié à l'immobilier. L'Américain moyen possède beaucoup plus d'immobilier qu'il n'a d'actions en bourse. Et donc, quand le prix de l'immobilier baisse, c'est son propre patrimoine, son propre comportement qui est affecté, et ça a des effets forts sur l'activité. Vous nous parliez de la prime d'inflation. Est-ce qu'on peut supposer, de la Fed également, du coup, est-ce qu'on peut supposer, comme certains de vos confrères, est-ce que vous supposez, comme certains de vos confrères, que l'inflation rentre dans un nouveau paradigme et que désormais elle pourrait se situer normalement entre 3 et 4% pendant un certain temps?
compliqué à imaginer. C'est-à-dire que on voit bien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'inflation était maîtrisée à peu près partout dans les pays développés. Et donc la question est de savoir quel serait le facteur qui créerait la persistance. Et on a eu par le passé des sources de persistance via l'indexation des salaires dans les années 70. Alors, on était sur des taux d'inflation plus élevés, mais on avait cette situation. Est-ce qu'on rentre... quel mécanisme de persistance on met en place? Pour l'instant, il est compliqué de l'imaginer. Moi, je pense que l'inflation pourrait revenir de façon peut-être plus importante et plus pérenne au moment où on prendra la mesure effective du changement climatique, des mesures nécessaires pour la transition énergétique, c'est-à-dire une période où l'économie va être bouleversée. On sortira des énergies fossiles pour aller complètement dans les énergies renouvelables. Et là, l'économie devra se changer d'allure et il sera intéressant à ce moment-là d'avoir effectivement des taux d'inflation un petit peu plus élevés pour faciliter les ajustements, un peu comme ce qu'on avait eu après le premier choc pétrolier. Ok, c'est très clair. Ce que vous dites quand même, c'est donc ça, c'est pour du très long terme finalement, la transition énergétique. C'est 2025. Le temps que il y a un nouveau gouvernement qui pourrait arriver, peut-être que beaucoup de choses pourraient être mises en cause finalement. Oui, mais les gouvernements ont tous des objectifs à 2030, accord de Paris ou après. Il y a des objectifs extrêmement ambitieux à l'horizon 2050. L'objectif, c'est d'être à 1,5 degré au-dessus de la moyenne préindustrielle. On n'y sera probablement pas, mais il n'empêche qu'il faut inverser les choses et il faut s'y préparer très vite. Et donc, ça va être en France l'enjeu du prochain quinquennat. Comment on bascule, comment on investit et avec quels moyens sur les énergies renouvelables. Parce que là, la France est un peu en retard par rapport aux engagements qu'elle avait pu prendre. Donc il y a un enjeu très, très fort et ça va bouleverser l'économie. On doit passer de 80% de consommation d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, à 30% en 2050. C'est un mouvement absolument considérable, sachant que depuis le début de la révolution industrielle, l'activité a été très dépendante d'abord du charbon, puis du pétrole. Donc là, il faut changer de paradigme, et ça peut pas se faire en quelques semaines. Et comme l'horizon, c'est 2050, eh bien, il faut s'y préparer maintenant. Et c'est ce bouleversement-là qu'il faut avoir à l'esprit. Ok. Une dernière question, on a très peu de temps. Je suis désolé, une toute dernière sur l'inflation. Encore, c'est le thème qui nous intéresse beaucoup. Vous parliez, donc l'inflation peut être amenée par les salaires, beaucoup. Du coup, en Europe, l'Espagne anticipe une hausse de son salaire minimum de 3,6, le Royaume-Uni 7%. En Allemagne, on parle d'une hausse de 25%. Est-ce que ce ne sont pas là les catalyseurs, les moteurs de l'inflation future en Europe ? Quand on regarde aux États-Unis, les hausses de salaire minimum, on va de 7 à 15 dollars suivant les États. Le chiffre fédéral est à 7,25. On n'a pas d'impact fort ni sur, pas sur l'inflation et sur l'emploi. Souvent, c'est pas négatif parce que les gens sont mieux payés, ils ont une demande supplémentaire, ça génère de l'activité. Donc, c'est pas aussi clair que ça. Et puis souvent, les taux de salaire minimum qui sont évoqués n'ont pas été réévalués depuis très longtemps. En France, on a des mécanismes d'indexation qui font que, en fonction de l'inflation, le salaire minimum est affecté. Dans pas mal de pays, les règles d'indexation sont beaucoup plus vagues. Et donc, à un moment donné, on augmente, mais le salaire qui existait auparavant était trop faible pour être significatif. Ok, super. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Ostrom Asset Management et également donc rédacteur en chef du blog éponyme ostrom.philippewester.com. Merci beaucoup. Merci. On marque une dernière pause et je vous retrouve dans un instant pour la suite et la fin de votre édition. À tout de suite sur Téléfinance.